En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue une fois encore à Tusson pour un troisième épisode, mais nous ne sommes pas complètement à Tusson. Nous avons fait un pas de côté, nous sommes à côté de Tusson avec monsieur le maire, Éric Boucher, qui est aussi archéologue, puisque nous vous l'avions promis, nous allions continuer à visiter, et cette fois, tout ce qui est tumulus. Alors monsieur le maire, bonjour, et puis dites-nous où nous sommes. Oui, bonjour. Eh bien, nous sommes ici au tumulus du Vieux-Breuil, donc un des premiers monuments mégalithiques d'une nécropole de 5 monuments qui vient d'être aménagé par les services de l'État, puisque ces monuments sont propriété de l'État. En Charente, 2 monuments sont propriété de l'État, les tumulus de Tusson et la cathédrale d'Angoulême, ce qui est assez incroyable d'ailleurs et qui nous permet de bénéficier de cette aide précieuse. Alors ça veut dire que si je trouve un tumulus dans mon jardin, il n'est plus à moi. Ah non, en fait, si vous voulez, il y a un ancien élu de Tusson qui avait voulu transformer ces monuments en carrière de pierre. Et donc, on avait l'abbé Ducouré, on en a déjà parlé dans les autres épisodes, qui a sensibilisé au patrimoine, avait mené une action auprès des services de l'État pour protéger ces monuments mégalithiques de la fin de la préhistoire. Mais ça, on peut lui dire merci, parce que sinon, on n'aurait peut-être plus tout ça, parce qu'effectivement, les gens, on l'a vu dans d'autres émissions, notamment avec le père Morin, finalement, ils se servaient de carrières de pierre, comme dans les anciens monuments, les anciens châteaux. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la majorité des monuments sur le Nord-Charente ont subi une intervention humaine, et donc notamment certains qui ont servi à fabriquer les trottoirs de la commune de Mansle. Donc on a débité les grosses dalles des chambres mégalithiques. Ah oui, d'accord. Bon, alors quand on marche dans Mansle, on marche peut-être sur des mégalithes. Alors là, nous marchons sur un joli petit chemin blanc, balisé par des troncs d'arbres morts sur le côté, qui nous font un cheminement superbe sous les ombrages, puisque nous filmons au mois d'octobre, ici avec vous, et vous allez nous dire ce que nous allons voir, puisque quand nous aurons vu cet endroit, nous allons aller rencontrer des archéologues qui sont en train de fouiller un tumulus. Oui, tout à fait. C'est une chance un peu exceptionnelle, surtout qu'ils sont tombés sur des niveaux funéraires qui sont assez incroyables et on va pouvoir découvrir tout ça. Donc là, on chemine le long du monument du Vieux-Breuil, un tumulus allongé, donc qui a pu être daté d'environ 4005 avant notre ère. Et nous arrivons dans une petite clairière où il y a pas mal d'informations pour le grand public pour leur apporter les connaissances pour pouvoir découvrir au mieux ce patrimoine. Alors la dernière fois, j'avais dit dans une émission que il y avait pas grand-chose, on n'était pas en Bretagne et que c'était pas aussi bien balisé qu'en Bretagne. Mais là, je découvre de très beaux panneaux où il y a des explications claires, nettes et précises et pas de trop longs textes. Et puis en plus, quand nous sommes à Tusson, vous avez une exposition un peu musée pour expliquer tous ces mégalithes. Oui, tout à fait. Alors, on est en cours d'aménagement sur tous les monuments et tous les monuments qui ont été étudiés bénéficient de cette signalétique qui est mise en œuvre par la communauté de communes Cœur de Charente en partenariat avec la communauté de communes Val de Charente. Voilà, et on essaye d'aborder une thématique différente à chaque monument avec une généralité commune pour une approche sur la période néolithique. Alors, on sait que vous faites de l'avion, vous êtes un ancien militaire dans l'aviation, et je vois ici qu'il y a sur un des panneaux une photo qui est une vue aérienne avec des petits points rouges et puis des noms dessus. Je pense que c'est la localisation des tumuli. Oui, tout à fait. Alors, le cliché n'est pas de moi, il est de Stéphane Charbot, qu'on a fait travailler pour l'aménagement de ces monuments. Donc là, on a une vue aérienne, oui, de tout l'ensemble de la nécropole qui permet de les situer dans l'espace. Par contre, de l'autre côté, on a un panneau qui donne des indications sur l'habitat néolithique et il y a notamment un de mes clichés aériens où j'ai mis en évidence une enceinte de cette même période. Oui, alors on voit un grand rectangle vert clair à côté d'un plus foncé, puis un autre qui est labouré en terre plus rouge, on va dire. Et sur ce rectangle vert plus clair, on voit une forme. Oui, tout à fait. On voit des marques vert plus foncé. En fait, si vous voulez, à cette période, l'habitat était constitué d'une enceinte qui était faite avec des matériaux qui étaient extraits du sol par le creusement de fossés qui servait en plus à accompagner la protection, en accompagnement des élévations. Ces fossés se sont remplis au fil du temps, souvent avec des matières organiques, puisque même à la période néolithique, ces fossés ont servi de déchets et de décharge, ce qui est très intéressant, notamment
sur les archéologues. Et comme il y a une différence de matériaux, les végétaux ne se développent pas de la même manière. Et donc là, on a un apport plus vert foncé parce qu'il y a un apport d'humidité plus conséquent dans une période de sécheresse, ce qui marque en fait toute la géométrie de ce système de protection qui s'appuie sur la Charente à cet endroit-là. On est sur la commune de Chenomé. Alors, on voit au-dessus de cette photo aérienne et d'un plan à côté une image de bande dessinée pratiquement, où on voit un village avec des huttes entourées de cette protection dont vous parliez à l'instant, avec des gens qui vivent et qui travaillent, des élevages, et puis d'autres qui sont sur le côté, en face de ce petit village gaulois à la Astérix. Eh bien, on a la construction sans doute d'un tumulus. Oui, tout à fait. Alors, on est passé par une illustratrice parce qu'on a fait un livret d'accueil et de découverte pour le public familial. Et donc, on a imagé en fait ce qu'on a pu découvrir, notamment sur l'enceinte de Chenomé qu'on a fouillé, donc avec le volet village. Et juste en face, sur la commune de Chenon, eh bien, il y a une nécropole mégalithique. Et donc, avec la Charente entre les deux, et on a imagé un petit peu, vulgariser un petit peu les découvertes scientifiques pour montrer au grand public à quoi ça pourrait correspondre, cette grande période des premiers agriculteurs dans le milieu du 5e millénaire avant notre ère sur notre territoire. Je dois dire que c'est très, très, très bien fait et qu'en peu de temps, on comprend tout ce qui s'est passé. Alors maintenant, monsieur le maire, cher Éric Boucher, quand on se retourne, on est à côté du tumulus ? Oui, tout à fait. Alors, les tumulus qui ne sont pas fouillés et pas restaurés, voilà, ils sont difficilement interprétables pour le commun des mortels. On a une motte. En fait, si vous voulez, ce sont des constructions en pierre sèche. Et ces murets en pierre sèche qui étaient à la périphérie de ce monument se sont effacés au fil du temps. Et voilà, ce qui a fait une colline avec une pente un peu douce. Il ne faut pas oublier la construction date de 6000 ans avant aujourd'hui. C'est déjà une chance de pouvoir avoir des élévations de cette même période. Alors oui, effectivement, en plus il est allongé, comme vous le disiez, et des arbres ont poussé dessus. Qu'est-ce qu'il y a dessous ? Alors dessous, vous avez une construction avec une à plusieurs chambres mégalithiques. Tant que la fouille n'a pas été réalisée, on ne peut pas le déterminer. Mais on a des exemples, notamment sur le panneau, on a indiqué un monument qui s'est fouillé à Prissé-la-Charrière dans un département voisin, qui a permis de mettre en évidence que c'était un état final d'un monument mégalithique et qu'en fait, il y a eu une phase de construction successive. On est parti d'un monument, on en a mis un deuxième à côté et on a figé tout ça dans un même ensemble à la fin de cette tradition funéraire des mégalithes. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que ça s'est éboulé ou que la terre l'a recouvert, ou comment ça s'est passé pour que ça donne cette espèce de forme légèrement arrondie et allongée, mais quand même en élévation. Oui, alors non, en fait, si vous voulez, c'est des constructions qui sont un peu crénelées, c'est-à-dire que vous aviez des murs verticaux en pierre sèche de façon étagée pour masquer les chambres funéraires avec des couloirs d'accès. Ces monuments ici ont la particularité d'être totalement en pierre sèche, c'est pour ça qu'ils se sont bien conservés aussi, il n'y a pas de terre. En fait, même si les arbres poussent, ils serpentent avec le peu d'humus qu'il y a à la surface. Et en fait, quand on fouille, et vous le verrez tout à l'heure quand on va aller voir les archéologues, on redécouvre en fait les premières embasses de ces murets en pierre sèche. D'accord. En fait, c'est une espèce de construction en espalier. Oui, tout à fait. Et il faut savoir que c'est la première forme architecturée d'Europe sur notre continent. Voilà. Et c'est un peu plus ancien que les pyramides. Bien, alors après toute cette explication et puis ce petit moment dans cette belle clairière avec le soleil qui traverse les arbres, nous allons donc aller retrouver vos amis archéologues ? Oui, tout à fait. Une équipe de recherche qui est arrivée hier pour finaliser une fouille sur un ensemble funéraire en annexe d'un monument mégalithique avec beaucoup de restes humains. Et comme on entame en plus un programme d'ADN, ça va nous permettre de déterminer, comme il y a plusieurs corps, de voir s'il y a des filiations entre ces gens. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est que c'est des restes qui sont très anciens. Ils ont été datés pour les premières datations à plus de 4000 avant notre ère. Donc voilà, ce qui est assez exceptionnel pour la recherche néolithique et dans la France et voire dans l'Europe. Bien, on reprend le chemin, on prend votre voiture et on y va. À tout de suite. En direct de chez vous, RCF Charente. Alors nous venons de laisser monsieur le maire et nous sommes au Magnoux sur la commune de Tusson, avec monsieur Philippe Gouézin, chercheur associé au CREA à l'université de Rennes. Bonjour à vous. Bonjour à vous.
Bien, alors, Philippe, nous sommes sur une fouille. C'est assez exceptionnel parce que souvent les monuments, on les visite, mais il n'y a personne, évidemment, à part quelques panneaux maintenant, et Dieu merci. Là, vous êtes en campagne de fouille autour de ce tumulus. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous êtes arrivé là? Pourquoi? Quelle est votre mission? Enfin, il y a plein de questions. Je vous écoute. Je fais partie d'un programme de recherche qui s'étend de la Loire jusqu'à la Charente sur la monumentalité et sur tous les problèmes de territoire associés. Et avec Vincent Hart qui dirige l'ensemble de ce grand projet, moi je m'occupe simplement de la partie monde funéraire et architectural de certains monuments monumentaux du secteur, quoi. Donc c'est des travaux qui existent depuis maintenant pas mal d'années. On se partage finalement la recherche entre le domaine des vivants, les lieux d'habitation, et puis ces domaines des morts là, que l'on peut voir aujourd'hui, qui sont monumentaux dans le paysage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des choses beaucoup plus discrètes, mais voilà, la commune de Tusson et tous les environs possèdent un patrimoine extraordinaire, unique, même en Europe. On a parmi les plus grands tumulus d'Europe sont à Tusson, et on a des monuments encore relativement bien conservés, même s'ils ont subi les dommages du temps. Mais voilà, il y a un patrimoine exceptionnel. Eric, qui est le maire de Tusson, fait pas mal de vols en prospection aérienne et permet de découvrir aussi tous ces habitats que l'on voit plus finalement à la surface du sol. Et tout ça offre une complémentarité qui nous permet d'avoir une meilleure vision de l'utilisation et de la présence sur ce territoire des premières civilisations agro-pastorales qui sont arrivées en Europe. Donc ce sont nos ancêtres, on est les directs héritiers de ces populations. Même notre manière de fonctionner, même dans le village, découle un petit peu de ces populations néolithiques qui sont arrivées dans le secteur, probablement en grand nombre quand on voit la monumentalité des monuments construits. Et donc il y a une présence exceptionnelle ici. Donc du coup on essaye d'étudier un petit peu ce monde des morts, ce monde des vivants, le monde naturel aussi qui vient s'associer, et d'essayer de comprendre un peu toutes ces dynamiques locales, quoi, et territoriales. Alors ici, avant que ce soit fouillé, c'est pour qu'on comprenne un peu comment ça se passe. On est devant un monument, comme si on était dans les fossés d'une grande tour ronde. Sur le côté, il y a du remblai qui a été enlevé pour dégager le monument, je suppose. Quand on vient, il n'y a rien, il y a juste... il y a une butte, voilà, comme on a vu tout à l'heure à côté, il y a une butte. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors le monument avait été testé pour savoir s'il y avait des niveaux sépulcraux conservés. Pourquoi? Parce que les recherches actuelles dans le milieu dans les domaines de l'ADN, de la datation, etc., sont très importants pour comprendre un peu mieux ces populations, d'où elles viennent et où elles sont allées, et quelles sont les personnes présentes dans ces monuments. Donc du coup, ce monument avait été testé. Il n'était pas très connu par rapport aux grands monuments, au tumulus de Tusson, le Gros d'Oignon, Petit d'Oignon. Et du coup, il y a des sondages de fait dans le niveau sépulcral. Et on s'est aperçu que finalement tout avait été pillé, détruit. Donc c'était un peu une déception quelque part, mais pour aller un peu plus loin dans la démarche, on a décidé d'étudier l'architecture complète de ce monument. Donc du coup, de cette butte, effectivement, on a fait venir des engins mécaniques pour enlever toutes les parties, ce que vous voyez, tous les déblais, c'est ce qui a été enlevé par des pelleteuses, les monuments, les couches perturbées. Et ensuite, avec des équipes de bénévoles, on étudie l'architecture qu'on dégage petit à petit. Ça fait déjà deux années que l'on dégage l'architecture pour bien la comprendre, voire remobiliser nos forces aussi pour voir si ces niveaux sépulcraux, il en reste encore quelque chose. Et des fois, on a des bonnes surprises, comme cette abside qui est en cours de fouille, finalement, qui est le seul niveau funéraire conservé dans toute cette grande région. Donc c'est un travail de longue haleine qui est à la fois mécanique et à la fois manuel et qui va nous mobiliser encore une année. D'accord, ça va donc avoir un sacré coup de pelle délicat pour ne pas briser ce muret que je vois à côté de moi. Ah oui, tout à fait. Donc c'est un travail
qui est réalisé avec un pelleteur local qui a l'habitude de travailler avec nous. Et c'est vrai qu'il a l'œil aussi pour voir. Et du coup, ça nous permet de gagner 1 ou 2 années de fouilles, puisque c'est des monuments qui ont été très perturbés lors des périodes proto-historiques jusqu'au Moyen-Âge, aux périodes romaines, où les gens venaient récupérer des matériaux, c'était des carrières faciles, voire piller les tombes, etc. Donc ce que vous pouvez voir, il reste à peu près 80 cm à 1 mètre 50 selon les endroits de préserver, mais il manque pratiquement 2 mètres 50 à 3 mètres de hauteur de ce monument funéraire qui se présentait un peu comme une tour en pierre sèche, par laquelle on y accédait soit par un couloir, mais celui-ci n'en a pas. Voilà, c'est des monuments très ostentatoires qui se voyaient dans le paysage de très loin, des monuments calcaires, dont les carrières se situent à une 50aine de mètres du monument. Et voilà, cette construction, il en reste, je dirais 20% peut-être, d'exploitable au niveau archéologique. Dans les dimensions, elle faisait combien pour qu'on se rende compte un petit peu de ce grand monument blanc sur la colline? Celui-là, c'est à peu près 15 mètres 50 de diamètre, quand même, sur 3 mètres 50 de hauteur. Donc c'est des monuments qui se voyaient de très très loin, quoi. Alors, vous disiez que là, il n'y avait pas de couloir. Comment, quand ils avaient construit un tel monument, comment, j'allais dire, la vie et la mort s'organisaient à l'intérieur? Alors là, c'est des grandes questions qui nous interpellent à chaque fouille. La plupart de ces monuments funéraires, probablement attachés à une population privilégiée, les gens privilégiés, et après, on n'a pas toujours les preuves à ce sujet-là, étaient mis en place par les communautés locales et c'est une mobilisation générale de toute une population pour mettre en œuvre ces immenses mausolées, un petit peu quelque part. Et j'ai oublié la question finalement, le début. Non, c'était comment est-ce qu'on rentrait là et qui pouvait être enterré ou emmuré ici? Comment ça se passait? Tout le monde n'était pas là, tous ceux qui décédaient n'étaient pas dans ces mausolées. Non, probablement pas. La plupart de ces monuments étaient construits avec une chambre funéraire avec des formes quadrangulaires, polygonales, circulaires, par lesquelles on accédait avec un couloir d'accès qui était muré. Et en fonction de l'allée et venue des morts à l'intérieur de cette sépulture, où les gens étaient inhumés et non enterrés, ce sont des maisons des morts qui sont situées sur le sol au même titre que les maisons des vivants. Et du coup, il y avait un accès qui était muré en fonction de l'utilisation de ce monument. Alors, qui était inhumé là-dedans? C'est des grandes questions. Il semblerait que les recherches ADN actuelles montrent qu'il y a à peu près 70% des gens inhumés qui appartenaient à une même famille, donc probablement une famille privilégiée sur la communauté. Bon, on sait très peu de choses, je dirais presque on ne sait rien sur ces populations, y compris sur les rites funéraires. Donc voilà. Mais ce qui est curieux sur celui-là, qui est en cours de fouille, c'est qu'il n'y a pas de couloir d'accès, et on s'est aperçu cette année d'ailleurs, cet été, que cette tombe qui semble avoir été à usage unique n'avait pas de couloir d'accès, mais a été condamnée. Donc, probablement une ou plusieurs personnes importantes qui ont été inhumées, et puis le monument a été condamné avec la structure de passage pour l'amener des morts a été condamnée dans le temps. Donc il y a tout un système de fermeture du monument qui ne permettait pas déjà de voir qu'il y avait un couloir d'accès ou une entrée, puisque tout était scellé dans le temps. Donc c'est assez exceptionnel. Moi, je connais des monuments comme ça en Bretagne, mais pour lesquels il y a toujours un accès ou une possibilité d'ouvrir la tombe. Alors que là, c'était condamné pour l'éternité, avec quand même 4-5 mètres d'épaisseur de pierre avant d'y accéder. Donc, on pouvait y accéder par le haut, si on veut piller une tombe, il suffit de creuser dans le milieu. Mais là, c'est un monument funéraire sans couloir d'accès, ce qui reste exceptionnel. Oui, parce que j'ai entendu dire que ces tombeaux, finalement, on pourrait dire de ces caveaux immenses, là c'est plus comme une pyramide où il y a un pharaon, on ferme et c'est fini. Et là, j'ai souvent entendu dire qu'on mettait plusieurs générations à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas ici, visiblement. Alors,
On n'a pas les données anthropologiques. On a simplement trouvé qu'une seule dent et un morceau d'os à l'intérieur de ce qui reste de cette sépulture. Ça semble être un caveau à utilisation unique, avec une ou plusieurs personnes. Ça, on ne le saura jamais. C'est difficile d'aller plus loin sur ces mausolées qui sont quand même 2000 ans plus anciens que les premières pyramides en Égypte. Après, ce qui est intéressant, c'est la découverte de cette abside qui est bien postérieure à l'utilisation de ce monument. Un os de crâne a été daté de 4000 ans avant Jésus-Christ. On est en droit de penser que ce monument ici est plus ancien, d'autant plus que les carrières qui ont été fouillées et étudiées à proximité, carrières qui ont servi à la construction de ce monument, sont datées de 4200 ans, 4300 ans avant Jésus-Christ, par des bois de rennes qui étaient déposés dans le fond de ces carrières. Donc il y a une différence effectivement de chronologie de plusieurs générations, n'empêche qu'il y a quand même une continuité d'utilisation des populations locales sur ces lieux funéraires. Alors, ce qu'ils sont en train de fouiller, vous dites abside, ça a été fait à côté de ce monument, dans une autre époque, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, c'est toujours de la période néolithique, mais ce qui est curieux, c'est pas connu, on n'en connaît pas d'autres. C'est une petite abside ou alvéole, on peut dire un peu en fer à cheval, qui est venue se coller à cet ancien monument funéraire, probablement d'importance. Et on a plusieurs corps à l'intérieur, que ce soit des enfants ou des adultes. Après, qui était là? Est-ce que c'est la même famille? D'où proviennent ces populations? C'est la grande question. Ouais. On a des dépôts aussi de poterie aussi à l'intérieur qui correspondent. Et là, c'est toute l'utilité du travail de Vincent Hart dans le secteur sur la fouille des enceintes. On arrive à faire des connexions entre les vases sur des enceintes de la même époque. Donc voilà, c'est cette relation monde des vivants, monde des morts qui est en cours un petit peu d'étude. On a des pendeloques qui ont été trouvés, des vases, des dépôts symboliques comme une défense de sanglier, etc. Donc tout ça est dedans. Après, il y a un gros travail à suivre de Delphine, qui est l'anthropologue, pour essayer de comprendre un petit peu ce rite funéraire, comment tout ça, tous ces corps ont été déposés, est-ce qu'ils sont déposés entiers, pas entiers, est-ce que d'anciens corps ont été rangés ou pas. Donc il y aura toute cette étude très complexe à réaliser, des recherches ADN, savoir un peu si toutes ces personnes sont de la même famille ou pas, des datations, et toute l'analyse du mobilier archéologique, l'analyse architecturale, donc le travail est en cours, quoi. Bien, alors vous m'avez fait la transition avec Delphine Linard, qui est archéologue et anthropologue à Toulouse. Alors je m'approche d'elle et de cette alvéole en faisant attention au petit marquage. Et puis bonjour Delphine. Bonjour. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec votre petite pelle et je ne sais pas, votre stylet. Et à côté de vous, vous avez Simon Havard, mais on lui posera une question tout à l'heure, qui est étudiant en archéologie à Rennes et qui est avec vous en train de fouiller. Alors Delphine, que se passe-t-il? Donc là, on est en train de ce qu'on appelle démonter en fait un niveau d'os. Donc c'est un niveau qu'on a fouillé hier, pour lequel il y a eu une prise de vue pour la photogrammétrie. Donc on a imprimé ce qu'on appelle une orthophotographie, donc une photographie vue en hauteur, vue du dessus. Et donc, au fur et à mesure, on va dessiner sur cette photographie les différents ossements qui apparaissent, et puis on va leur donner un numéro, on va les identifier, et on va ensuite les prélever pour les étudier ensuite en laboratoire. Voilà. Donc ça va partir avec vous pour être étudié en laboratoire. Voilà, c'est ça, tout à fait, exactement. Alors, ça a été une surprise ici. On vous a dit, hop, il faut venir parce qu'il nous faut une anthropologue de ces temps-ci. Alors, c'est assez, émouvant de voir ces os. On aperçoit des différentes parties d'os humains. Et comment vous intervenez? On vous a appelé au secours, vite, viens voir. Non, ça se passe pas de manière aussi précipitée. Ça s'anticipe un petit peu quand même. Je m'en doute. Surtout que vous êtes dans le temps long. Puis alors, vous avez du temps. Hein. Ouais, on a du temps. Et puis, je suis particulièrement lente, moi, sur le chantier, donc je ralentis tout le monde. Non, effectivement, je fais partie moi de l'équipe de Vincent depuis quelques années, et donc j'interviens quand c'est nécessaire sur les monuments dans lesquels on retrouve encore des ossements. Et donc voilà, là c'était prévu. Cette abside a été mise au jour l'an dernier, et donc il était prévu que cette année on revienne pour la fouiller plus tranquillement. Et donc voilà.
Bien, alors on est venu un peu perturber votre tranquillité. Il nous faudra combien de temps pour savoir ce qui s'est passé ici et qui sont ces gens? Alors là, il va y avoir une première partie de l'étude qui va être menée cette année à Toulouse, là, dans le courant de la fin de l'année. Mais de toute façon, comme on n'aura pas eu le temps de tout fouiller cette année, on va revenir au moins l'année prochaine. Et donc, il faut envisager encore au moins une bonne année de travail. Alors pas exclusivement sur cet ensemble, mais voilà, il y a encore beaucoup de travail, 2 mois de travail dessus. Eh bien, bon courage, et puis on sera ravis de vous revoir et peut-être de vous réinterviewer. Et puis maintenant, on va laisser presque le mot de la fin à Simon Havard. Vous êtes étudiant, alors c'est pareil, vous baladez aussi, balader c'est pas le mot, hein, pour fouiller? Oui, alors en fait j'ai pu participer à quelques fouilles avec Philippe Gouezin. Donc là j'ai eu la chance de pouvoir participer à ce genre de fouille qui est quand même assez exceptionnel. Donc oui, donc à côté des études, j'essaie de faire le maximum de fouilles pour idéalement me spécialiser sur le mégalithisme et ce genre de monuments. Bien, pour être sur le terrain en fait. Oui, voilà, principalement, ouais. Bien, écoutez, on vous souhaite bon courage et puis peut-être à une autre fois à tous les deux, Delphine et Simon. Alors, monsieur le maire, c'est grâce à vous que nous avons pu venir jusque-là. On nous a dit en amont combien vos photos aériennes ont été précieuses. Quel serait le mot de la fin pour la fin ou de l'ouverture à d'autres émissions sur cet endroit? Je trouve que de pouvoir bénéficier de ce paramètre-là aujourd'hui, ça permet d'inviter les gens à venir découvrir notre patrimoine qui est riche et qui est en cours d'aménagement et qu'on essaye systématiquement de vulgariser pour apporter les connaissances au plus près du terrain, au plus près des gens, sans avoir de connaissances particulières scientifiques. Merci Eric Boucher et puis à bientôt. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.